Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise avec un nouvel épisode de Passion Pâtes, avec une invitée que vous connaissez bien, que j'ai déjà eu 2 fois. Salut Sonia. Salut Karine. Tu vas bien? Ça va très bien. Sonia, j'ai toujours avec ton nom, hein, Ellinger. Emlinger, à chaque fois, je crois que ça ne rentrera pas. T'es en forme, la rentrée? Super, impeccable. Il y a plein de trucs, hein, tu vas nous expliquer. Ouais. Sonia, je t'ai reçue déjà 2 fois. Évidemment, on le sait, avec Lily Care, d'ailleurs, je suis chez toi maintenant. Oui, exactement. Tu m'as vachement... je pense que j'avais pas conscience, quand on parlait de prévoyance en tant que freelance, de ce que ça représentait. Je te remercie d'ailleurs pour tout ça. Évidemment, avec toi, on va parler retraite, on va parler PER, on va parler comment investir en étant prévoyant, en réfléchissant justement, en capitalisant, mais pas n'importe comment. Et Sonia, aujourd'hui, elle est accompagnée d'un invité. Alors, tu vas m'expliquer un petit peu votre lien, enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que tu as convié cet invité? Donc, c'est pas commun parce que généralement, dans Passion Pâtes, vous êtes seul. Je suis avec Thierry Vignal. Salut Thierry. Salut Karine. C'est la première fois que je t'ai. Oui. Alors, on s'était croisés à Patrimonia il y a 1 an ou 2. De mémoire, tu étais en plein ouragan. De ton ex, on va dire, boîte. Hein. Tu as connu des ups et des downs. Tu vas nous raconter mais rapidement, mais c'est pas ton actu, parce qu'aujourd'hui, ton actu, c'est ta nouvelle boîte. Alors, toujours dans l'IMO, mais pas du tout dans l'IMO version XXL. Ouais, l'inverse. On est d'accord. Ouais, XXS, carrément. ouais. Ouais, XXS, mais on va voir que c'est très pertinent, c'est stratégique. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire aussi, parce qu'on ne te connaît pas du tout. On va commencer peut-être honneur aux dames avec Sonia. Sonia, rapidement, depuis qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé? Pour toi évidemment, mais aussi comment est-ce que tu as vécu 2025? Putain d'année, quoi. Oui, alors c'est vrai que sur la protection sociale, on a été un petit peu moins chahuté malgré tout, mais on est toujours en train de revoir cette fameuse réforme des retraites. Donc on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé dans les mois qui suivent en fonction des différents gouvernements et des différentes réformes. Donc c'est toujours compliqué évidemment de conseiller nos clients, en tous les cas sur le court terme. Après, sur la partie Lily Care pure, on se développe très fort, on embauche, on croît, on est passé en total full digital sur la partie mutuelle santé. Sur la partie prévoyance, ça sera live full digital très bientôt, dans peut-être une 15aine de jours. Va suivre la retraite, et toujours avec ce côté très digital, mais en conservant l'humain. Alors, c'est marrant parce que toi, tu me dis que vous n'avez pas été trop chahuté. Moi, c'est la première fois cette année, avec tout ce qui se passe, oui. Et l'humeur ambiante, oui. que j'ai créé mon compte retraite oui. sur impôt.gouv, oui. et que j'ai voulu, à mon âge pourtant, aller regarder combien j'allais payer, à quel âge, si je partais, si j'avais tous mes points. J'ai déclaré mes filles que je n'avais jamais déclarées. Oui. Donc, moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt l'inverse. On s'est enfin dit, il va peut-être falloir un petit peu que je me sente un peu plus concernée, ou que j'améliore mon éducation financière, non? Enfin, je sais pas. Alors, tes clients, tu les as pas sentis comme ça? Sur la partie retraite, je les ai sentis inquiets, bien sûr. Après, évidemment, on a quand même cotisé pendant de nombreuses années. C'est aussi une question d'âge, c'est-à-dire que des clients, on en parlait tout à l'heure avec Thierry, qui atteignent 40, 45 ans, là, commencent à se dire, j'ai quand même cotisé depuis tant d'années. Ça donne quoi, en fait, en réalité? C'est quoi le résultat? Voilà, c'est de tout ça, c'est un premier bilan. Voilà, un exactement. État. Ouais. Donc, on a effectivement 2 personnes chez nous à plein temps qui font uniquement des bilans retraite, de la reconstitution de carrière, de la correction de carrière, parce que un relevé de carrière sur 3 est faux.
C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'infos, c'est mal renseigné ou il manque des choses? Il manque des choses, il manque des trimestres, il manque des cotisations, on recalcule les cotisations, on fait les corrections de carrière. Et puis il faut savoir que quand on fait des corrections de carrière, des fois ça met 1 an ou 2 ans avant d'être pris en compte. Donc on recalcule tout. Ensuite, on fait des projections, bien sûr. Alors on en discutait encore aussi tout à l'heure avec Thierry, mais des projections sur 10, 15, 20 ans, sachant que ça dépendra des réformes, ça dépendra aussi de la vie des personnes qui sont un jour salariés, un jour ils sont non salariés, un jour ils partent à l'étranger. Donc là aussi, est-ce qu'on part dans un pays où il y a une convention ou pas? Donc s'il y a une convention, on peut récupérer ses trimestres de retraite. S'il n'y a pas de convention avec la France, on ne peut pas. Donc il faut cotiser à des caisses soit indépendantes, soit la Caisse des Français à l'étranger, par exemple. Donc il y a pas mal de stratégies à mettre en place. Les gens, tu as raison, se posent beaucoup de questions. Les gens et les jeunes. Et les jeunes, j'ai ma grande qui a commencé à me dire, je vais commencer à investir. D'ailleurs, je pense qu'elle va être intéressée par ton programme, Thierry. C'est sûr. Pour ma retraite. Elle a quel âge? 21. Je me suis dit, à 21 ans, moi j'avais juste envie de faire mes études et de sortir en boîte, quoi. Donc, j'ai noté quelques idées, tu vas me dire, pour optimiser sa retraite si je suis dans le bon. Épargner tôt, mais c'est quel âge épargner tôt? Parce qu'on bénéficie de l'effet des intérêts composés. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît, Sonia? Épargner tôt, oui, parce que déjà, ça donne une formation sur l'épargne. C'est-à-dire que plus on prend conscience de sa tôt, plus on investit donc dans différents secteurs, que ce soit l'immobilier comme Thierry ou plus le financier ou d'autres investissements. En tous les cas, épargner tôt, ça permet de déjà commencer chaque mois. Et sur de l'épargne financière, on sait très bien que sur du très long terme, c'est extrêmement intéressant. Donc forcément, si on épargne tous les mois, on met 100 € chaque mois sur un contrat retraite, ces 100 €-là, on les aurait dépensés autrement, on aurait fait autre chose. J'ai le sentiment justement d'un changement de paradigme. Avant, on épargnait pour pouvoir se payer des vacances, on épargnait pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et là, maintenant, on sent qu'il y a à la fois, c'est toujours pareil, horizon de placement et puis aussi la stratégie, mais maintenant, il y a vraiment plusieurs choses qu'on met en place. On épargne pour avoir un peu de liquidité, par les temps qui courent, j'ai envie de te dire, plus que jamais. On épargne pour préparer sa retraite. On épargne aussi pour constituer un patrimoine pour ses enfants. C'est quoi la bonne répartition pour toi ? La bonne répartition, c'est 30, 40, c'est quoi? Ça va vraiment dépendre de tes projets de vie. Aujourd'hui, on voit un phénomène, par exemple, de personnes, et moi je le vois avec les personnes qu'on embauche au quotidien, des jeunes qui veulent plus avoir d'enfants, par exemple. Donc déjà, ce sujet va être très vite éliminé. C'est vrai. Après, tu as plein de jeunes aussi qui ont envie d'aller voyager, de partir à l'international. Donc là aussi, ça va être différent. Mais évidemment, d'épargner, ça peut servir soit pour un projet de vie, soit pour la retraite. Mais je dirais qu'il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est au maximum essayer de se préparer le plus tôt possible. Pour les personnes qui ont déjà plus de 40 ans, commencer à faire un bilan en se disant, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je fais et puis après, ne pas se retrouver non plus à 5 ans de la retraite en n'ayant rien, mais on en discutait aussi avec Thierry tout à l'heure, mais avec l'ère de l'IA, et il en parlera encore mieux que moi, je pense que le sujet de la retraite, pour les jeunes, va quand même être extrêmement différent. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit en tous les cas chez Lidicare, c'est qu'il y a une grande transformation au niveau des salariés, c'est-à-dire énormément de salariés ne veulent plus être salariés et s'installent en freelance. Donc là, on voit un phénomène qui explose. Vraiment important. Aujourd'hui, chaque jour, il y a 400 nouvelles personnes qui s'inscrivent à l'URSSAF en tant qu'indépendants. Donc évidemment, on sait bien que ces personnes-là sont moins protégées au niveau protection sociale, puisqu'ils cotisent moins. Ça paraît logique. Donc il va quand même falloir mettre en place des choses, que ce soit si on est malade ou que ce soit le jour où on ne peut plus exercer une activité. J'entends là un problème politique, donc.
Aussi. Mais après, ça va dépendre de son activité. Des activités comme nous trois, on va pouvoir travailler peut-être très très vieux. Si tu es artisan maçon, à 55 ans, tu vas quand même être très usé. Donc ça aussi, ce sont des paramètres à prendre en compte pour te constituer ta propre retraite et te dire, moi à 55 ans, je serai usé physiquement. Donc à 55 ans, je mets en place les outils pour m'arrêter. Quid des contributions maximales, fameux IRA ou 401K? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut aller au plafond à chaque fois? Ça dépend des cas. Sincèrement, il y a pas de règle, et puis ça dépend de ta trésorerie. Bien sûr. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il faut être dans cette optique de se dire, je mets un max Si tu peux, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours penser que c'est de l'argent qui est bloqué jusqu'à ta retraite. Donc, si tu as 35 ans, c'est quand même un petit peu loin. Donc, et si entre-temps, tu as un problème financier, sachant que s'il y a un redressement judiciaire, etc., tu peux récupérer cette somme à titre personnel. Mais malgré tout, il faut toujours faire la balance entre une épargne disponible en cas de pépin et puis une épargne plus long terme qu'on oublie. Et donc, ça va dépendre effectivement de ton âge, de ton horizon de placement et puis de ta trésorerie. Alors, quand on est jeune, on dit qu'il faut s'endetter, et quand on approche la retraite, on dit qu'il faut réduire ses dettes. Est-ce que cet adage te va? Oui, ça dépend aussi des taux d'intérêt, mais je serais plutôt sur cet adage, effectivement, de s'alléger, d'avoir peut-être moins de pression humainement, d'avoir moins de pression financière, de se dire, oh là là, je vais encore rembourser jusqu'à 75 ans, mon prêt de la résidence principale, c'est un petit peu déprimant, je trouve. Mais après, chacun réagit comme il veut. Mais l'endettement, ça sert quand même, c'est extrêmement efficace pour investir, et puis fiscalement, et puis pour préparer sa retraite, ça c'est évident. Pourquoi pour préparer sa retraite? Pour investir notamment dans l'immobilier. C'est un levier extraordinaire. Est-ce qu'on peut aller sur les différentes possibilités? La retraite par capitalisation, bien sûr, le PER. Pour quel profil, pour quel montant? Et est-ce qu'on peut revenir déjà sur la base? Oui. Alors, le PER, plan épargne retraite, c'est un outil qui est très efficace pour mettre de l'argent de côté, avoir une déduction fiscale. Alors ça dépend si on le fait à titre professionnel, si on est indépendant, profession libérale, etc., ou gérant major d'entreprise, et si on est un particulier, un salarié ou salarié de sa propre boîte SAS. Donc c'est un outil qui est assez efficace. Moi, je recommande évidemment de verser mensuellement. Parce que on va lisser le risque et la perf. Si on est sur une longue durée, évidemment, d'aller quand même un peu plus sur les actions. Après, le côté un petit peu plus négatif, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Ouais. Donc voilà, donc si on a 30 ans, on est bloqué, sauf des cas très exceptionnels. Il y a aussi l'achat de la résidence principale quand même. Alors ça s'est un peu assoupli avec en 2025. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu constates en mieux? Oui. Flexibilité, apparemment, pour les épargnants. C'est cette notion de transfert qui a été facilitée. Tout à fait. Peut-être les conditions aussi pour le débloquer. Oui. Alors moi, par exemple, tu vois, qui divorce. Oui. Qu'est-ce que ça peut m'amener? Alors c'est pas un cas de déblocage. Mais par contre, si tu achètes ta résidence principale, oui. Si tu as un gros pépin de santé, type invalidité, tu peux aussi débloquer. Si tu es à la fin de tes droits au chômage, également. Il y a quand même des cas graves. Tu peux débloquer une partie. Voilà. Tu peux le nantir ou pas? Alors tu peux le nantir. Ou faire un prêt dessus, quoi. Alors, j'ai jamais vu ce cas, mais en tous les cas, ce que j'ai vu sur des gros PER ou des Madelins déjà un petit peu importants, les banquiers étaient ravis de savoir qu'il y avait quand même, certainement dans leur banque aussi, des contrats où il y avait 100, 200, 300 000 euros de Madelin ou autre. Ça les rassure. Mais après, les nantirs, j'ai jamais eu le cas. Je sais pas si Thierry, pourquoi tu demandes ça? T'as quoi en tête? Quel intérêt ça aurait?
pour l'immobilier, pour faciliter l'emprunt. Bien sûr, Ça faire une garantie. Ça remplace l'apport potentiellement. Donc si tu as un PER qui traîne et que tu le nantis, ça t'évite de mettre du cash de ta poche en plus en apport. Quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur nantir ? C'est-à-dire, concrètement, nantir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hypothéquer. Le banquier met une chape de plomb sur ton PER en disant si tu rembourses pas, on se sert dessus. Quoi. C'est un collatéral. Donc en fait, on te le bloque, on le garde en fait. Et généralement, le nantissement est supérieur à ce qu'il devrait être. Enfin, moi, je vois, j'ai un prêt de remboursement immobilier, mais pourtant j'ai un locataire et j'ai tout viré chez ma CGP et le banquier a gardé 3 fois ce qu'il aurait dû garder, tu vois. 3 fois par rapport au loyer, au prix du bien au remboursement de mon prêt final. Ouais, normalement, le nantissement, c'est moins que ça, mais c'est un tiers, quoi. On verra ça après l'émission. Ouais. Tu vas me driver, tu vas me coacher. Bon, ok. En tous les cas, oui, le PER, c'est quand même un outil très intéressant. C'est un déblocage en capital. Avant, c'était uniquement en rente, avec les contrats Madelin notamment. Alors, il y a aussi cette réforme fiscale avec cet abattement, enfin, c'est 2 abattements. Ouais. Le premier de 30% sur les plus-values lors de, je crois, la sortie en capital, c'est ça. Oui. Et le second de 25% au niveau de l'imposition sur les sommes qu'on perçoit. Ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que moi, je me méfie toujours. Je pense pas vraiment à la fiscalité quand je fais un PER, parce que dans 20 ans ou dans 25 ans, quand je sortirai, ça aura beaucoup changé peut-être 15 fois. Est-ce que, mais alors là, vraiment, je te pose une question, je m'en fous pour les nuls, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on peut être comme sur du PE, qui peut être à 10-12% sur une durée de 10 ans, 8-10, ou qu'on est sur la bourse du S&P 500, on sera sur du 8-10. Est-ce que pour le PER, on sera sur du 3-4 ever ? Ou est-ce qu'à ton avis, ça peut... tout faire. On peut tout faire parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des PER avec énormément de choix d'UC, d'OPCVM, d'investissement. On peut mettre des ETF, on peut mettre de l'immobilier, on peut mettre du fonds euro, on peut mettre du monétaire, des obliges, on peut tout faire. En fait, c'est comme une assurance vie. Pareil. Okay. Et en plus, en cas de décès, c'est transmis à tes ayants droit. Comme l'assurance vie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui diffère, la différence essentielle d'avec une assurance vie ? La différence essentielle, c'est ce blocage par rapport à la retraite. D'accord. Le fait que les versements, tu puisses les déduire fiscalement. Donc, c'est principalement... oui, mais les versements, tu n'y touches pas. L'assurance retraite, tu peux faire des rachats. Oui, mais quand tu fais des versements sur ton contrat d'assurance vie, tu n'as aucune carotte fiscale. Ouais. Ça fait rien du tout. Par contre, tu payes de la fiscalité dès que tu fais un rachat exceptionnel. Exactement. Ouais, bref. Tout à fait. Ok, allons maintenant sur la retraite par capitalisation ou CAPI, ce fameux système un petit peu de cotisation qui sont investis à chaque fois pour constituer un capital qu'on utilise lors de la retraite. Donc, moi, je voudrais que tu reviennes justement sur la notion de qu'est-ce que la retraite, normalement, ces fameuses charges, qu'on paye pour les autres, et ce système de capitalisation. Souvent, j'ai rencontré des gens, CGP, investisseurs, chefs d'entreprise, particuliers, peut-être qui n'ont pas encore une connaissance accrue, qui me disent on va pas faire les deux en fait. Ou moi j'ai un profil, ma propre banquière m'a dit t'as pas besoin toi d'avoir un PER vu que déjà t'as pas mal de trucs. T'as de l'IMO, t'as de l'assurance vie, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense qu'il faut diversifier et c'est extrêmement important de diversifier, donc je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Après, la retraite par répartition, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, un peu trash même. Pour moi, c'est un peu une espèce de pyramide de Ponzi. Donc, à un moment donné, on va signer la fin de la partie. Pour bientôt, je pense. Qu'on connaît, parce qu'évidemment, on vit de plus en plus vieux. Il y a de moins en moins d'enfants. Les cotisations sociales qui pèsent sur les entreprises sont tellement importantes qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et sur le travail. Donc, et puis le rendement, quand on voit le rendement et le rendu, parce qu'aujourd'hui, tu as tes cadres sup, tu as 6 ou 7 000 euros de revenus par mois, tu te retrouves à la retraite avec 2 500 euros. Alors en profession indépendante encore moins. C'est vrai que... moi je pleure quand je fais ma retraite, je me fais ah ouais, voilà. D'accord. Donc forcément, je pense que c'est pour ça qu'il faut
Ces fameux bilans retraite, pour moi, sont très importants. Peut-être pas dans 20 ans, mais en tous les cas aujourd'hui, parce que ça permet aux gens de se rendre compte, parce que c'est toujours super de mettre la poussière sous le tapis, de mettre la tête dans l'oreiller et de se dire « Oh là là, non, je verrai ça plus tard ». Mais non, c'est extrêmement important de se rendre compte en faisant des bilans comme ça, retraite. Ah bah oui, je vais avoir que ça. Effectivement, il va falloir que je m'organise autrement. Alors, retraite par capi, c'est allez, ça offre des avantages, mais il y a aussi des risques. Oui, bien sûr. Mais plus on a une longue durée d'investissement et plus on diversifie, plus tu l'éluces. Pour moi, il est moins risqué que le système par répartition, où on est à 172 trimestres, 43 ans de cotisation pour arriver à quelque chose assez faible, plus 64 ans minimum, parce que c'est les deux, c'est pas que 172 trimestres, c'est 172 trimestres et 64 ans, pour les gens nés après 1968. La grande différence entre prévoyance et retraite, techniquement, elle est où ? Alors, la vraie différence, la prévoyance, c'est je suis malade, je suis en arrêt de travail, je ne peux plus travailler, j'ai plus de revenus, par exemple, si je suis en indépendant ou j'ai peu de revenus, il faut impérativement que je me protège contre ce risque. Donc ça, c'est essentiel, c'est la base, c'est extrêmement important. Si tu es salarié, c'est pris en charge en général par ton entreprise, donc plus la sécurité sociale qui va payer une partie. Si tu es indépendant, bien sûr, il y a le régime de base, mais qui est quand même pas énorme. Il faut impérativement que tu aies quelque chose, parce que ça peut nous arriver à tous, et là, c'est pas du tout une question d'âge. La dernière fois, j'ai eu un paysagiste qui a perdu 2 doigts, 35 ans, il sera plus paysagiste, tu vois. Donc, si t'as pas ce type d'assurance, il fera autre chose, mais il sera plus paysagiste. Donc, qui va te payer une invalidité jusqu'à ta retraite, ça te protège quand même énormément, puis ça protège ta famille et ton patrimoine, parce que si tu as acquis un patrimoine immobilier pour ta retraite et puis que tu peux plus bosser à 45 ans, c'est la cata, tu vas manger tout ton patrimoine. Et puis après, d'être dépendant de son conjoint ou de sa famille, c'est quand même pas génial. Ensuite, la retraite, c'est complètement différent, puisque là, c'est de l'épargne. Tu vas investir dans l'immobilier, tu vas investir dans des contrats de retraite ou de l'assurance vie, ou dans d'autres investissements. Donc là, c'est absolument c'est volontaire. Alors que la prévoyance, pour moi, c'est obligatoire. Ouais, obligatoire. Alors, j'entends par là, quand tu parles d'épargne, justement, en tout cas de solution d'épargne, je comprends mieux le lien avec Thierry. Oui. Tu as dit tout à l'heure justement que pour toi l'immobilier constituait une source intelligente, stratégique, de revenus, ou en tout cas efficace. Thierry, comme je l'ai dit en intro, on s'est connus il y a 2 ans. Enfin, moi, je me souvenais de toi, même pas toi. Ça fait plaisir. J'ai une mémoire à 3 mois, donc. Voilà. Heureusement, tiens. T'étais en plein, je le disais, en plein chamboulement, en plein ouragan. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ton parcours ? Parce qu'en fait, on ne te connaît pas ici à Passion Patte. Présente-toi. Depuis mon enfance ? Tu sais que généralement, je le fais. Je demande beaucoup aux invités qu'est-ce qui les a poussés à se lancer dans cette voie de l'investissement, de la GP. Est-ce que c'est un homme, une femme, un mentor ? Est-ce que c'est une image qu'on a vue ? Est-ce que c'est un film qui nous a marqué ? Juste pour comprendre un peu tes premiers contacts avec l'éducation financière et donc toi avec l'IMO. Oui, ma grand-mère avait une cabane en Bretagne horrible où j'allais quand j'étais petit et je me faisais trop chier. J'avais rien à faire, j'étais dans le grenier à Piriac-sur-Mer. Et je ne sais pas ce que faisait le magazine Capital, traînait, c'est mon grand-père qui a dû l'acheter à la gare, et il y avait un magazine Capital qui traînait là, et j'avais 10, 11 ou 12 ans, et j'avais que ça à lire de tout l'été chez ma grand-mère. Ah, c'est fou. Et du coup, j'ai lu, je connaissais, à la fin de l'été, je connaissais chaque page de ce... Donc ça parlait de trading, de placement, voilà. Et donc après, je suis devenu trader, parce que j'avais très tôt... appris ces quelques notions. Donc moi, trader où en France ? J'ai fait une école de commerce. J'avais fait la majeure juridique de cette école. Donc j'ai commencé en fiscaliste, notamment fiscaliste immobilier en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris. Ouais. J'étais pas très bon, donc j'ai fui à Londres pour chercher un métier. J'ai suivi mon ex là-bas et le seul métier qu'ils ont à Londres, c'est trader. Donc j'ai réussi à me faire une place chez HSBC à Canary Wharf, trading Forex.
Et c'était vraiment passionnant, comme dans le Loup de Wall Street. C'était vraiment une ambiance assez marrante. Et j'ai fini par revenir à Paris pour des raisons perso. Et à Paris, je ne retrouvais pas de job de trader. J'avais pas réussi à épargner. On parlait d'épargne. Moi, je suis nul en épargne. Je crame chaque centime. Et je suis à découvert le 10 du mois. Et donc, je suis revenu sans le sou. J'avais pas le droit au chômage, donc je me suis mis au RSA Porte d'Italie. J'avais des ateliers CV avec... enfin bon, bref. Et donc, je me suis posé dans un bar à Bastille. J'ai rencontré mon associé Mastéos à l'époque, qui était une âme en peine comme moi, un peu perdue. On a monté sans grande ambition Mastéos en 2019, qui est une entreprise... sans grande ambition, qui cherchait à aider les gens à investir dans l'immobilier, parce que ça avait l'air facile. Première année, en 2019, on a fait 0 € de chiffre d'affaires. On allait arrêter. Et 2020, on a rencontré un petit succès. On a commencé à faire un peu de CA. Et 2022, fast forward, on était 400 salariés, 20 millions de chiffre d'affaires, 155 millions d'euros de valo, 65 millions d'euros de levée auprès d'investisseurs divers et variés. L'environnement était très porteur parce que les taux étaient à 0. Donc en fait, on empruntait gratuitement, sans apport, c'était la folie. Donc nous, c'était génial. On avait plein de clients, on a fait quasiment 2000 investissements dans 180 villes et 4 pays. Et puis tout ça s'est arrêté brutalement avec la remontée des taux d'intérêt qui sont passés en 2023 en gros de 0 à 6 en un semestre. Et donc ça a tué complètement le business de l'investissement locatif parce que les gens empruntaient un taux plus cher que ne rapportait l'IMO, donc ça n'avait plus de sens. Tu l'as vu venir ? Bah oui, on se doutait que... En plus, moi, j'étais vraiment du milieu en tant que trader. Ouais. Non, on n'est pas bête. Au board, il y avait des gens très intelligents et on savait que les taux allaient remonter, mais on n'avait pas prévu la brutalité. Non, évidemment, je me doute que vous aviez non, mais les gens pensent ça. mais à ce point-là, non. Oui, c'est ça. En fait, que ça remonte, c'est pas un problème. On s'était mis à diversifier. On avait créé une filiale meuble, une filiale rénovation énergétique avec EDF. On avait vraiment diversifié le business mix en sachant que les taux n'allaient pas rester éternellement à 0. Mais on n'avait pas du tout anticipé qu'il passerait si brutalement de 0 à 6. Et c'est la brutalité du move qui nous a tués parce qu'on n'a même pas eu le temps de downsizer l'entreprise à la vitesse d'effondrement du marché, quoi. Donc ça s'est effondré plus vite que notre capacité à réformer le Titanic. Et donc on s'est pris un iceberg. Et c'était... Et moi, j'ai fini dans l'eau gelée de l'Antarctique. Voilà. Comment est-ce qu'on sort d'un tel tsunami perso ? Comment est-ce qu'on se relance ? Est-ce qu'on met 1 an, 2 ans à réfléchir ? Je te pose la question parce que comme je suis en train de, perso, moi, essayer de voir, me dire qui suis-je, où vais-je, tu vois. C'est quoi ? C'est le sport ? C'est dormir ? C'est comment t'as géré ta traversée du désert ? Ouais, alors je rappelle la brutalité du truc parce que moi, c'est pas une petite faillite, c'est de la très très grosse faillite. C'est quand même 20 millions d'ardoises. T'as des dettes aujourd'hui ? C'est pas encore clair parce que le jugement est pas fait, mais j'en aurai probablement. C'est toutes les semaines au tribunal quai de Corse, c'est des menaces, c'est des prud'hommes dans tous les sens, plus personne n'est payé. Enfin, c'est vraiment et seul au monde, quoi, parce que c'est le président qui cristallise toutes les attaques RH, juridiques, fiscales, fournisseurs. Moi, j'ai des clients dont on n'a pas pu finir les chantiers qui me poursuivaient en vélo rue de Rivoli. Enfin, c'est terrible, quoi. Ouais. Et en plus, excuse-moi de te poser cette question. Est-ce que tu t'es senti comme une sorte de Madoff injustement ? Est-ce que les gens te voient comme ça ? Ou est-ce qu'ils ont quand même compris que ce n'était pas une volonté de ta part de détourner quelque chose, mais que c'est aussi le contexte macroéconomique. Enfin, je veux dire, il y a un peu, il y a des deux. Oui, il y a des deux. Après, comme on touche à l'argent des gens, c'est vrai que les réactions sont très violentes. Et tu vois, moi j'ai levé beaucoup d'argent, donc il y a des gens qui ont perdu, donc j'ai eu des menaces et tout, et sur ma porte. Bon, bref, mais ça fait partie du jeu malheureusement. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'était très brutal. Et surtout, on en revient à ce que dit Sonia, c'est qu'il n'y a pas de filet de sauvetage pour un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Il n'y a que des avocats à payer, des dettes. Moi, j'avais pas fait de cash-out sur Mastéos, donc je suis reparti la queue entre les jambes, et donc. Ça met une pression familiale forte parce qu'il n'y a pas un centime qui rentre, il y a un loyer, moi j'avais des enfants et tout. Donc c'était très compliqué. Et comment faire pour ne pas se pendre ? Il faut faire beaucoup de sport. C'est très banal de dire ça, mais moi du coup j'ai sombré dans une addiction au sport assez extrême. Pareil. Ah, tu fais quoi toi ? Je fais entre 6 et 8 heures par semaine. De quoi ?
De tout, je nage, je cours, je danse, enfin voilà quoi. C'est fort quand même ce que tu dis, comment faire pour ne pas se pendre. Avec du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté au final ? Alors ça a augmenté mon niveau de résistance au stress, dans le sens où maintenant il faut vraiment avoir un événement de vie ou de mort pour que ça me fasse quelque chose, quoi. Ma tolérance au stress, elle est infiniment plus élevée qu'avant. Et ça, c'est assez marrant. Donc, des problèmes qui m'auraient empêché de dormir il y a 3 ans, aujourd'hui, ils me passent dessus comme si... Voilà, donc ça, c'est sympa. Ça crée une carapace. C'est une expérience. Bon, c'est malheureux parce qu'il y a pas mal de gens qui ont souffert de ça, des salariés qui se sont retrouvés sur le carreau, etc. Mais donc, j'en suis pas fier, je le referai pas. Si c'était pas intentionnel, mais dans cette nouvelle aventure Atome, je fais tout pour que ça ne se reproduise pas, évidemment. Tu te souviens du moment où tu t'es dit, page blanche, allez, stop, j'arrête de me morfondre, je reprends mon destin en main et je vais réfléchir à un nouveau projet. Je veux le moment précis, s'il te plaît. Ouais, alors le truc, c'est que c'est pas un moment... Enfin, c'est forcé, quoi. C'est une contrainte. C'est-à-dire que comme j'ai pas de revenus et que je suis pas vraiment embauchable, parce que j'ai un profil entrepreneur, il est pas très sexy. Quand tu postules chez Danone en CDI, les gens savent très bien que tu vas leur filer entre les pattes dans 3 mois pour créer ta nouvelle lubie entrepreneuriale. Donc, les profils entrepreneurs, nous, on n'est pas embauchable. J'avais vraiment 0 revenu. Donc en fait, je n'ai pas le choix que de refaire un projet. Les gens pensent que j'adore l'entrepreneuriat, mais il fallait juste, c'est de la survie à ce stade. Donc, et je sais faire que de l'immobilier au moment où je refais ce projet. Donc je me dis, autant capitaliser là-dessus. Et t'as 0 fric en plus. Ah, vraiment 0 de chez 0, surendetté. Okay. Voilà, je dois encore avoir... oui, tu me demandais s'il y avait des dettes, j'en ai quand même pas mal. Et donc, j'avais trouvé ce créneau des micro-logements qui m'avaient branché parce qu'à l'époque où les gens avaient plus de budget empruntable sur la fin de Mastéos, ils voulaient tous comme ils n'avaient plus de budget, on devait réduire les surfaces. Il y avait un flight to safety où ils voulaient revenir à Paris plutôt qu'aller faire de l'immeuble de rapport à Roubaix à 12%. Ils sont tous revenus sur Paris, mais avec des micro-budgets. Donc, j'ai pu faire que des micro-appart. Et j'ai découvert cet univers du micro-logement parisien qui est un univers que les gens pensent connaître mais qui ne connaissent pas parce qu'on pense aux chambres de bonne, mais c'est très réducteur. Et tu as un appart sur 10 à Paris qui fait moins de 14 mètres carrés parce qu'en fait, l'architecture haussmannienne, c'est un truc de dingue, a généré plein de micro cages à poules qui sont totalement inexploitables. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir un 10e du marché, ça fait 1 million de mètres carrés qui est à l'abandon. Une étude de l'INSEE qui dit que 85% des micro-logements ne sont pas exploités. Et je me dis, c'est quand même dommage d'avoir toute cette surface et de ne pas en faire quelque chose. Donc, je suis parti sur ce projet qui s'appelle Atome. Atome, c'est la plus petite particule de la matière. Et donc, la plus petite particule de la matière en IMO, c'est le 9 mètres carrés, qui est la limite légale. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de ces 9 mètres carrés. Donc, j'ai pris un architecte spécialisé en micro-architecture qui faisait des cabines de bateaux. Je suis allé voir les gens de la tiny house. Je suis allé voir tous les gens qui savent faire du luxe dans de l'ultra-compact. Et j'ai essayé de pondre un concept pour réhabiliter ces micro-logements à l'abandon et d'en faire des cabines de yacht, de les rendre exploitables, quoi, pour les remettre sur le marché, notamment pour les salariés en déplacement. Voilà. Et donc ça c'était 1 an de brainstorming, notamment avec les archis. Et, comment tu fais si tu peux pas les payer ? Comment tu as géré ? J'ai filé de l'equity. J'ai réussi à relever un peu d'argent pour les payer au début. Mais oui, c'était très, très compliqué, ouais. J'ai dit que je les paierais plus tard. Enfin voilà, on se débrouille. Okay. J'ai réussi à faire 2-3 ventes et là, c'est reparti. Et là, ça marche plutôt bien, on est content. Et ça fait 2 ans, quoi. Ok, mais du coup, tu as lancé ton truc en pleine crise IMO, quoi. Mais toi, tu as pris le contre-pied. Les gens, tu viens de le dire, avaient besoin de moins de surface, donc pouvaient moins investir. Donc au final, et puis il y a de plus en plus de jeunes qui doivent se loger, d'étudiants, ce genre de choses. Donc au final, c'est plutôt bien tombé dans le contexte. En tout cas, c'est pendant les crises qu'on a de plus d'idées. Là, finalement, le produit est assez sympa. Hein. Donc, c'est quoi le produit Atome ? C'est un 10 mètres carrés. Alors, ça paraît évidemment trop petit parce que les gens pensent qu'on va y loger une famille de 5 enfants pendant 3 ans, mais c'est pas le cas. Hein. C'est fait pour du flex rental, c'est de la moyenne durée. Les gens restent rarement plus d'1 mois dans nos logements. Mais donc, côté investisseur, c'est sympa. C'est budget 150 000 euros. T'es dans Paris intramuros, plutôt dans les bons quartiers. Donc c'est pas très stressant comme budget, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apports. La banque finance ça avec, si tu as 5-10 000 euros qui traînent sur un compte, tu peux investir. C'est autofinancé parce qu'il y a une grosse demande étudiante et on est sur tu vois, la mensualité sur un truc comme ça va être à 600. Ton étudiant, il va te payer 650, donc tu es à peu près ISO. Il n'y a pas beaucoup de taxes foncières, pas beaucoup de charges de copro parce que les tantièmes sont tout petits. Donc c'est un produit qui demande
peu ou pas d'apport, qui est autofinancé. Et qui n'est pas très stressant en termes de budget parce que tu es en dessous de 150 et tu es en plein Paris. Donc pour ta retraite, la valeur patrimoniale elle est conservée. Et tu fais une plus-value si tu le revends ? Bon, j'en sais rien, je connais pas le futur, mais on l'achète plutôt bien, on le rénove, il n'y a pas de raison que... En tout cas, c'est pas un actif qui est très risqué d'un point de vue conservation du capital. Donc le profil, c'est étudiant ? Pour mes locataires, ouais. Et pour mes investisseurs, profil, c'est justement les petits investisseurs, hein, moi qui suis de gauche. Alors voilà, c'est une petite vanne parce qu'en off, mes amis, on a eu un petit rapport de force entre Breton et Corse, Thierry. Parce que j'ai des bracelets brésiliens que m'a offert Sonia et ça fait un peu. Il paraît que ça fait de gauche. Mais attends, moi aussi j'en ai un. Tu vois, donc s'il te plaît. Et en l'occurrence, mes petits investisseurs, ça va être. La prof de sport auto-entrepreneur, même ma femme de ménage, elle a pu en prendre un. Et donc, c'est vraiment des tout petits budgets, quoi. Et ça permet de construire un patrimoine, on peut en accumuler. Alors, tu as la règle des 30% d'endettement du HCSF, mais il y a 1001 façons de s'en affranchir. Donc, tu peux créer un véhicule et enchaîner les micro-logements et en faire un tous les ans ou tous les 2 ans. Comme c'est autofinancé, tu fais vraiment travailler l'argent des autres. Parce que le système de Sonia, il est très bien, mais discriminant pour les gens comme nous qui ne savons pas épargner. Moi, j'ai pas besoin que tu saches épargner. J'ai besoin que tu aies 5 000 € qui traînent. La banque va financer l'essentiel du projet et le locataire va rembourser le prêt pour toi. C'est la magie de l'IMO. Modulo, que c'est très chiant, qu'il y a toujours des emmerdes, qu'il y a toujours des punaises de lit, le mitigeur de la douche qui est cassé, il faut appeler un plombier alors que tu étais en week-end, je sais pas où, ton gestionnaire ne répond pas. Enfin, c'est toujours des emmerdes, l'immobilier, mais en tout cas, d'un point de vue financier, tu fais bosser l'argent des autres, tu mobilises pas de cash, le loyer tombe comme une horloge suisse à Paris, donc il n'y a pas d'aléa lié à la bourse. Et à la fin, tu as ton appart qui crache entre 500 et 1000 € par mois, fois le nombre d'apparts que tu as réussi à accumuler, donc ça te fait ta retraite au bout de 20 ans. Oui, puis surtout Paris, c'est intramuros. Le risque, il est quand même très limité. C'est des villes-mondes. C'est comme Londres, c'est comme Tokyo, c'est comme que Paris. New York. Tu n'es pas en train de te projeter dans 3-4 ans ailleurs ? Non, que Paris. Parce que, tu vois, Mastéos, on a compté, on a fait 180 villes ou communes. Mais quand tu n'as pas de connaissance terrain, tu es largué. Quand j'allais à Roubaix, je tombais systématiquement sur le bon deal, mais comme par hasard, il est dans la rue des dealers et tu peux pas louer parce que... il y a un point de deal juste en bas et donc tu touches pas un loyer, quoi. Alors qu'à Paris, je connais bien et donc je pense qu'il faut une vraie expertise terrain si tu fais de l'immobilier. Donc ça sert à rien d'envoyer les gens à Valencia et tout. Moi, je fais Paris. Et ça a une vraie valeur patrimoniale et au niveau des locataires, on a des gens solvables. Il n'y a pas de dégradation. Le bâti haussmannien est quand même assez qualitatif, ce qui n'est pas le cas à Besançon. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, tu es sur un profil, tu viens de le dire, du petit investisseur, du petit épargnant. Ça ressemble un petit peu à du Airbnb d'une certaine façon. Enfin, tu me dis, il reste pas longtemps dedans. C'est pas de la courte durée parce que c'est interdit, mais nous, on loue au mois. Donc, bail mobilité, bail civil. Et on fait beaucoup de bail société où j'ai des clients qui envoient des salariés en déplacement pour des durées d'1 mois environ. Le seul frein que je vois, c'est du coup la gestion de ces mouvements. Est-ce que c'est toi qui les prends en charge ? Est-ce que si j'investis chez toi, au final, ça me coûtera quand même 300 € de gestion par mois ? Non, alors déjà, il marche assez bien en format étudiant long terme. Moi, je te vends des types de location un peu flexibles et sexy, mais tu loues un étudiant, ça rembourse ta mensualité, tu peux dormir tranquille et tu n'as pas besoin de gestionnaire. Les étudiants, ils sont très contents. Si tu as bien rénové ton truc, franchement, moi, mes 12 mètres carrés, ils sont mieux que certains apparts de mes potes. Si c'est bien rénové... tu le loues plus que ta mensualité, tu n'as pas besoin de gestionnaire. Si tu veux encore booster tes revenus, tu peux passer par nous, on a une équipe de gestion. On va facturer plus cher, mais tu vas gagner plus, donc ça sera quand même positif pour toi. Ça sera absorbé, quoi. Ouais, plus qu'absorbé, ouais. Ok. On est sur des taux aujourd'hui 3,30, 3,40. Enfin, est-ce que, de ton expérience quand même riche en immobilier, est-ce que on se dit que ça va pas durer, enfin que ça va durer encore 2-3 ans ou pour toi, ça peut quand même un peu baisser l'année prochaine? Il y a un double mouvement contradictoire entre les taux de banque centrale qui baissent et les taux sur les OAT qui remontent à cause de la crise de la dette. Ouais, crise obligataire aussi. Et ouais, donc on ne sait pas sur quel pied danser. Alors, juste après toi, j'ai un promoteur qui vient. Ouais.
Rien à voir avec ton profil, hein, mais ça peut peut-être être intéressant quand même de le rencontrer. Et lui, il me dit qu'il scrute le taux, mais minute par minute, quoi, parce que évidemment, lui, il fait surtout de la logistique. Et comme tu dis, en fait, il y a un espèce de paradoxe entre les deux. Mais pour l'investisseur, c'est touchy aussi de comprendre et de se dire j'attends, est-ce que c'est le bon moment? Toi, tu vas me dire que c'est le bon moment, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que il y a plein de copains qui me disent j'attends le bon moment et finalement ils attendent 3, 4, 5 ans et à 1 000 € par mois de loyer, c'est 5 x 12, 60 000 € que t'as pas touché, quoi. C'est dommage. Parce que, encore une fois, tu fais travailler l'argent des autres, hein. Donc chaque mois que t'attends, il a une valeur, il a un coût d'opportunité. Donc ok, là t'es à 3,50, peut-être que tu seras à 3,20 l'année prochaine, mais t'as raté 12 mois de loyer gratos, quoi, parce que c'est le locataire qui aurait remboursé pour toi. Et à force de trop attendre, donc je pense que les taux vont rester stables, hein, finalement, parce que. Ouais, je pense aussi. Et puis là, en ce moment, sur Paris, les prix sont revenus un tout quelque chose de normal, raisonnable. Ouais, donc surtout c'est vraiment le moment. Sur mon segment, je vois des choses incroyables. Hein. Sur les micro-logements, à moins de 100 000 €, nous, on trouve des trucs super. J'ai une idée qui va peut-être te faire rire ou hurler, je ne sais pas, mais est-ce que ça peut pas aussi... Enfin, est-ce que tu les loues tout le temps? C'est quoi ton rythme? Est-ce que tu as un turnover? Est-ce que tu as un taux je sais pas comment on dirait, mais de non-présence? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu te dis pas aussi que tu pourrais un peu switcher et aller sur des profils genre Love Room, enfin, tu vois, les trucs un peu sexy, ou ta strat, c'est ton business model, il changera pas? Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, le meilleur mode de location, c'est la longue durée pour les étudiants, hein. C'est très bien et ça rembourse sa mensualité. Moi, je suis sur un système un peu plus agressif où je vais viser des salariés de L'Oréal et Blablacar ou d'Accenture en déplacement. C'est à ça que je pensais. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pas attaquer un marché un peu plus B2B, quoi, en fait? Moi, à titre pro, je fais du B2B, mais pour mes clients, je conseille de faire de l'étudiant parce que c'est simple. Et mon taux d'occupation, il est pas mal. À Paris, il y a beaucoup de demandes. Moi, c'est une alternative à la chambre d'hôtel, ce que je propose, parce que finalement, ça fait la même taille qu'une chambre d'hôtel. C'est équipé pareil, il y a la clim, la literie Sofitel, enfin, c'est tout comme une chambre d'hôtel 4 étoiles, sauf que comme je l'ai acheté vraiment pas cher, parce que c'est les actifs qui sont décotés, je peux me permettre de les louer 2 fois, 3 fois moins cher que l'hôtel. Donc, sur des séjours d'1 mois, les entreprises y gagnent. Bref, et on s'éloigne de ta question. Non, tu étais en plein dedans. Ouais. Je voulais savoir justement qu'est-ce que tu avais en tête, c'est quoi l'évolution de ton... de ton modèle, en fait, de ton projet. Dans 5 ans, tu le vois... Non, là, je te titille un peu, mais dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 5 ans, j'aimerais bien avoir un parc d'unités atomes assez diversifié dans les arrondissements parisiens et de pouvoir aller voir une grosse boîte du CAC 40 ou l'armée ou la revendre. SNCF. Non, pas forcément revendre et dire... Les gars, vous avez EDF, par exemple, il y a des boîtes qui ont structurellement du staff en déplacement, notamment les consultants, etc. Et de leur dire, vous dépensez des millions d'euros en hôtel Ibis, prenez un bail société sur des unités atomes à l'année ou au mois et logez-les là-dedans, et ça va diviser par 4 votre note d'hôtel, quoi. Donc moi, je propose une alternative para-hôtelière en bail société à des entreprises pour diviser par 4 leur note d'hébergement. Pour les CGP qui sont avant tout ma cible, et ceux qui me suivent et m'écoutent, évidemment, Sonia, on a bien compris que tout ce qui est retraite par CAPI ou PER sont des produits à proposer à leurs investisseurs. Thierry, est-ce que tu as une offre pour les CGP, une réflexion autour d'un partenariat commun? Comment tu peux travailler avec eux pour qu'ils proposent ça à leurs clients? Je travaille beaucoup avec les CGP et donc ils proposent les produits Atome à leurs clients. Donc, je répète, un produit Atome, c'est un micro-logement de 10 mètres carrés, rénové et exploité, autofinancé. Donc c'est quasiment un produit financier packagé. Clients, je te coupe une seconde, que les clients des CGP achètent en direct. C'est pas une SCPI, c'est les clients. Donc le CGP voit que un client par exemple manque un peu d'épargne, donc il propose du levier bancaire à la place et peut dire t'as qu'à acheter 1 ou 2 atomes, et donc il m'envoie le client et on partage la com avec le CGP. Ou sinon il y a certains produits sur notre propre foncière Atome qui sont financés en crowdfunding, et ce crowdfunding est souscrit par des CGP. Possible de monter une société, une SCI? Moi, je suis en train d'essayer de réfléchir à tout ça sur mes biens immo, avec tes apparts ou pas? Donc, tu peux pas tu peux pas magiquement apporter tes apparts qui sont hors SCI à une SCI parce que ça revient à une vente, donc tu as un frottement notarial. Donc, tes apparts, ils vont rester comme ils sont.
Mais tu peux créer un véhicule et en faire un ou deux et montrer au banquier un certain track record et dire regardez ça marche et il a vocation à te financer les suivants. Donc tu peux continuer ton aventure IMO sur cette niche, mais ce que tu as mis en dehors de la SCI pour le faire rentrer dedans, ça équivaut à une vente avec 8% de frais de notaire. Donc c'est pas hyper efficace. Tu peux les laisser comme ils sont. Mais oui, tu peux créer un véhicule. Le véhicule, il faut qu'il soit... Plus ça a une tête de véhicule perso, plus tu vas être soumis aux contraintes du HCSF et au taux d'endettement à 30%. Ouais. Plus ton véhicule va avoir un aspect professionnel, plus il va pouvoir s'affranchir de cette limite. Donc typiquement, si tu crées une SAS plutôt qu'une SCI, que tu présentes des bilans comptables, tu vas être considéré comme non pas comme un particulier, mais comme un pro et tu vas pouvoir les enchaîner. Ok. Les amis, l'émission est finie. C'est passé en un éclair. Ah bah voilà, ça c'est moi qui n'ai pas mis, désolée, mon téléphone dans mon avion. J'ai une nouvelle question, Sonia, que tu n'as pas encore connue, puisque tu es venue l'année dernière. À la fin de Passons Pas de cette année, je pose à mes invités la question. Alors, bon, toi, on se connaît bien, donc, mais est-ce que ça t'aura fait réfléchir sur quelque chose, ce petit moment ici avec nous ? Est-ce que quand tu vas sortir, tu vas te dire quoi ? Eh bien, l'histoire de Thierry, que je connais très bien depuis longtemps, nous fait tous réfléchir en se disant que... Prévoyance, il l'a dit lui-même, il brûle tout, il crame tout. Quoi. Ah, mais surtout, prévoyance pour les entrepreneurs qui se retrouvent sur le carreau, parce qu'on n'a pas de filet de sécurité sans Sonia. Exactement. Et ce qui est terrible, c'est que moi, je connais Sonia depuis Mastéos, et je suis le seul couillon qui n'ait pas pris l'assurance du dirigeant, et si j'avais... En plus, elle m'a envoyé le mail, mais comme je suis phobique administratif, je ne l'ai pas rempli à temps. T'es beaucoup de choses, toi. Je suis phobique administratif et de gauche, c'est tout ce qu'il faut savoir sur moi. Et paf, c'est trop. Voilà, donc j'aurais dû être... Lance-toi en politique, Thierry. Mais en tous les cas, effectivement, la prévoyance, et puis je dirais la retraite également, la préparation de la retraite. Sinon, si on n'est pas prévoyant, si on ne prépare pas, entre autres en tant qu'entrepreneur, c'est comme si tu montais dans un train et tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu t'arrêtes, tu ne sais pas quelles sont les stations. Donc, c'est pas possible. Thierry, ce petit moment avec moi, alors qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu vas te dire ? Parce que souvent, 3 jours après, j'ai un petit texto. Ah, merci Karine, c'était comme une séance de psy. Moi, tu m'as vendu un concert déjà. On est censé faire un duo. Donc je pense essentiellement à ça. Vrai, J'étais en train d'écouter la musicalité de ta voix et le potentiel qu'on aurait en duo sur de la pop électro. C'est un autre sujet. Faut qu'on gagne de l'argent, c'est le but quand même. Oui, mais l'IMO te permet d'assurer les arrières. Ouais. Donc on a un concert bientôt prévu avec Karine et sinon beaucoup d'émotions, n'est-ce pas ? Et non, mais je voulais faire un petit point sur quand même dans 20 ans. Moi, j'ai une passion pour la recherche sur la longévité parce que j'aimerais bien être immortel. Et donc, je suis abonné à tous les comptes là-dessus et c'est un truc très sérieux, surtout à l'ère de l'IA et qui est largement sous-estimé. Mais grosso modo, ce que je disais à Sonia, c'est que dans 20 ans, déjà, la notion de travail n'est plus la même. Donc, la notion de retraite n'est plus la même et ta durée de vie n'est plus la même. C'est, qu'on le veuille ou non, tu peux pas dire qu'en 2080, ta durée de vie, elle est pareille qu'en 2025 à l'ère de l'exponentialité de l'IA. Il y a énormément de boîtes qui travaillent sur la longévité, dont un de mes anciens actionnaires. Et on est quasiment sûr qu'on vivra plus longtemps en bonne santé et que la notion de travail va complètement être rebattue. Et donc, dans le doute, épargnons, faisons de l'IMO, mais gardons un peu d'optimisme sur le 9 to 5 qui est amené à disparaître et donc la notion de retraite même qui devrait pas être la même dans 20 ans. Quoi. Tout à fait. Complètement d'accord. Eh bien, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Moi, je trouve qu'on a un peu philosophé. Il y a eu, mais c'est vachement bien parce qu'un podcast qui marche, c'est un podcast où il y a de l'émotion. J'arrête pas d'essayer de coacher les gens qui viennent ici parce qu'ils sont un peu trop en mode marketing, communication. Voilà, merci pour votre sincérité à tous les deux. Merci Karine pour l'invitation. J'imagine que vous serez à Patrimonia ? Non. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Mais au salon du courtage, oui, mais pas à Patrimonia. Ok, cette année. donc prochain rendez-vous, salon du courtage. Et toi, Thierry, est-ce que tu as un rendez-vous à venir, un event, une actu ? Je sais pas. Non, pas forcément. Non. En tout cas, on peut vous contacter tous les deux sur vos réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn. Oui. Est-ce qu'on peut aussi aller sur le site de Lillicare, que je connais très bien pour Sonia. Sonia Elminger.
toi tu as un site. Non, mais mon Thierry site, pour il- Atome. c'est- ATOM, attention, il n'y a pas de H. Hein. Ouais, alors le site, il n'existe pas vraiment. Faut m'écrire sur LinkedIn, c'est très confidentiel. Parce Oui. que... Donc Thierry Vignal, VIGNAL, c'est Ouais, ça? comme la vigne, Vignal, Thierry, vous m'écrivez sur LinkedIn si vous voulez investir dans un micro-logement et je vous aiderai avec grand plaisir. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi dans Passion Pâte aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à le partager et bien sûr, comme d'hab, abonnez-vous. Salut!